Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de KU News, votre émission d'actualité bimensuelle du monde de l'escalade. Et cette semaine, ça y est, nous avons enfin les premières images du bloc le plus difficile au monde, Exodia 9A+, libéré en novembre dernier par Elias Yanyema. Donc on va les découvrir ensemble, mais en plus de ça, on parlera également d'un triste sujet de l'actualité mondiale qui est venu s'immiscer dans notre sport depuis quelques semaines. Enfin, on terminera avec des compétitions, les Coupes du Monde de Madrid et de Berne, mais aussi les Championnats de France de difficulté 2026 qui avait lieu ce week-end. Bref, on est parti. News numéro 1, on l'attendait depuis novembre dernier, et bien ça y est, Elias Yanyema, le libérateur d'Exodia, le premier blog proposé 9A+ au monde, vient de mettre en ligne avec son sponsor La Sportiva une vidéo de son ascension du blog. On y apprend notamment que sur ce blog, appelé Mister Dodo, et situé juste à côté d'une route sous le Rifugio Barbara, le projet existait déjà à l'époque de Christian Corré, le libérateur de Gioia, premier 8C+ au monde, et qu'à l'époque, celui-ci n'avait jamais réussi à l'enchaîner. Enfin pour le reste, je vais pas vous mentir, je suis un petit peu déçu de la vidéo. Alors il y a bien l'ascension du blog, donc c'est déjà pas rien, mais sinon c'est vrai que c'est très contemplatif, et personnellement je peux aimer dans certains contextes, mais là ce que je voulais c'était des informations sur le blog et une histoire, et là si ce n'est de très jolies images, ben on n'a rien d'autre. Il n'y a pas d'image d'archives du projet de Christian, ce qui ça encore peut se comprendre, mais il n'y a pas non plus de description des prises, des séquences, des mouvements, des descriptions des sessions de travail, bref c'est un petit peu comme si j'avais trouvé le blog, je l'ai travaillé pendant 4 ans et je l'ai enchaîné, pouf, voilà. Même le passage pour raconter un petit peu le caractère de grimpeur d'Elias est assez pauvre et on n'a que peu de détails sur lui. Alors bon, après je suis dur et en fait on sent simplement qu'Elias avait pas particulièrement répertorié ou filmé ses ascensions de travail et forcément refaire tout ça, ça demande un investissement colossal. Mais c'est vrai que pour le nouveau bloc le plus difficile au monde, c'est un petit peu dommage. Surtout qu'il y a quand même des trucs à dire dessus quoi, enfin je sais pas, il y a quand même un double coincé de genou qui permet de relâcher totalement les mains dans le bloc le plus difficile du monde. C'est un peu fou quand même. Je veux dire, on sait que la première voie côté 9C au monde, Silence à Flatanger, a elle aussi plusieurs excellents repos en coincé de genoux, mais dans le cadre d'une voie où l'effort est beaucoup plus long, ça ne paraît pas si étrange, alors que sur un bloc, c'est extrêmement rare, et surtout si on peut se permettre d'avoir un repos dans un bloc, ça veut dire que les mouvements sont vraiment extrêmes. Et personnellement, je trouve que si cette cotation vient à être confirmée, cette anomalie donnera un côté encore plus mystique en bloc, vous voyez un petit peu cette signature qui permet de reconnaître le bloc à chaque fois qu'on le voit en photo. Bref, un détail qui aurait pu créer une histoire à lui tout seul et sur lequel on aurait aimé avoir plus d'informations. Malheureusement, il faudra visiblement attendre que d'autres forts grimpeurs viennent revisiter le blog dans les mois à venir pour qu'il puisse continuer à écrire l'histoire qu'on ne lui a pas vraiment contée aujourd'hui. News numéro 2, il y a 2 semaines, c'est un petit séisme médiatique qui s'est abattu dans le monde de l'escalade. Ce week-end du 30 mai, bien loin des compétitions de premier plan du week-end comme la Coupe du Monde de Madrid ou les Championnats de France de difficulté, la salle du camp de base située à Bruxelles en Belgique devait accueillir une étape de la Coupe d'Europe Jeunes de bloc. Pourtant le 19 mai dernier, soit 10 jours avant la date de la compétition, le camp de base officialise une annonce choc sur son compte Instagram, l'étape de Coupe d'Europe Jeunes qui devait se dérouler à la salle est annulée. Mais plus que l'annulation, c'est sa raison qui fait parler. Avec le génocide palestinien actuellement en cours, le camp de base avait demandé à World Climbing, la fédération internationale, de faire participer les athlètes israéliens sous bannière neutre, une demande refusée par celle-ci. Ok Houston, on a un code rouge. Il est en train de parler du conflit israélo-palestinien. On s'apprête à prendre un grand virage à gauche. Envoyez des trucs de droite socialement acceptés pour compenser. Puis du fou. Alors plus sérieusement, entendons bien, je vais pas vous parler du conflit israélo-palestinien dans tous les détails, déjà parce que bon, ils ont pas commencé hier, mais surtout parce que ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est l'impact que ça a sur le monde de l'escalade. En effet, depuis le renouveau des tensions médiatiques autour du génocide, les protestations dans le monde de l'escalade envers les athlètes et la fédération israélienne se sont faites de plus en plus fortes avec cette annulation de compétition par le camp de base, mais aussi d'autres formes de protestation, comme à la Coupe du Monde de Madrid ce week-end, où de grands groupes d'activistes pro-palestiniens auront pris l'espace pour venir huer les athlètes israéliens. Alors personnellement j'ai un avis quand même assez tranché sur la gestion d'un génocide à échelle mondiale, mais par contre c'est vrai que je suis assez dérangé par certaines choses comme huer des athlètes individuels, et même si c'est vrai que c'est pour une cause juste, c'est quand même détruire un individu. Par contre, ce qui est questionnable, c'est en effet la non-communication de World Climbing à ce sujet. Déjà en décembre dernier, la fédération espagnole, sûrement la plus engagée dans le débat à ce jour, adoptait un projet pour demander à la fédération internationale d'ouvrir un débat sur la participation d'Israël aux compétitions, une demande qui n'aura reçu aucune réponse.
Et même si dans ce cas-là, je trouve le sujet très complexe, parce qu'on parle quand même de la pénalisation d'individus, et une grosse pénalisation des individus, hein, on parle de la carrière d'un athlète, pour une cause sur laquelle ils ont directement aucun impact, et ben je trouve ça quand même dommage que World Climbing se mure dans un silence total, avec aucune communication sur le sujet, alors que tout ce que leur demandent les acteurs, c'est d'amorcer une réflexion quant à la participation des Israéliens sous bannière neutre. Enfin, ce qui dérange encore plus, c'est surtout le traitement de faveur fait par la Fédération internationale, alors qu'il y a 4 ans, les Russes avaient été immédiatement bannis lors de l'invasion de l'Ukraine, ratant les Jeux Olympiques de Paris 2024, ainsi qu'une bonne partie de leur carrière avant d'être réintégrés sous bannière neutre depuis cette année. Le génocide perpétué par Israël ne semble même pas être un sujet de débat. D'ailleurs, dans les guidelines de World Climbing, il est également interdit pour un athlète de servir pour une entité approvisionnant un conflit armé d'une quelconque façon. Or, on pourra citer par exemple Ayala Kerem, athlète de haut niveau israélienne que vous connaissez sûrement, qui est sponsorisée par une entreprise de construction ayant littéralement construit de nombreuses infrastructures militaires avec une importance capitale dans le génocide, et même si j'en conviens ce n'est pas vraiment servir pour l'entreprise, c'est quand même assez touchy. Alors encore une fois, je prends Ayala comme exemple, mais je doute fortement que ce sponsoring soit dû à une volonté personnelle d'être parti pris dans ce conflit. Et d'ailleurs, si on parle de sponsoring un peu douteux, je pense que dans toute la toile de créateurs francophones ou même internationales existantes, tout le monde n'est pas sponsorisé par des marques très jojo. Bref, un sujet dont, soyons clairs, je n'ai pas spécialement envie de vous parler, mais qui entache de plus en plus le respect des droits de l'homme, et avec eux la neutralité utopique certes, mais à laquelle j'aurais toujours envie de croire de notre sport. News numéro 3, et on va maintenant parler de la meilleure bloqueuse outdoor du monde. L'américaine Katy Lum vient de libérer le bloc 130 BPM dans la vallée du Yosemite, qu'elle a proposé à la cotation de 8C blocs. Alors Katy Lum, vous la connaissez bien, on en parle très régulièrement sur cette chaîne, et notamment lorsque la grimpeuse de 28 ans était devenue en avril 2025 la première femme à avoir atteint la cotation de 8C+, avec The Dark Side dans le Yosemite. Et alors là, attention, je vous vois bien du haut de votre petit 6A+ max avec 2 crash pads sous les pieds pour atteindre vos prises de départ, me dis donc que si elle a déjà fait 8C+, 8C c'est pas ouf, hein, bon, passe à la suite. Eh bien Jonathan, c'est pas faux, mais déjà avec ce nouveau bloc en 8C, la grimpeuse porte son total de réalisation dans le 8C ou plus à 5, ce qui reste le plus gros total féminin de l'histoire, devant d'autres grimpeuses bien connues comme Jana Zvekova ou Brooke Raboutou. Et d'ailleurs en parlant de la Tchèque Jana Zvekova, il y a 2 semaines, on parlait de sa libération de Tokyo Drift, la première libération d'un 8C bloc au monde par une grimpeuse, ce qui veut dire que Katy devient la 2e grimpeuse à libérer un bloc dans un niveau de cotation aussi extrême. Quant au bloc comme souvent avec Katy, sa nouvelle réalisation attendait bien au chaud dans la vallée du Yosemite, et bien que des forts grimpeurs comme Hayden Roberts avaient déjà mis les mains dedans, c'est finalement elle qui en aura eu le dernier mot la première. Pour cela, elle aura commencé à travailler sérieusement le projet en novembre 2025 et aura mis une 20aine de sessions dessus, 20 sessions pour entrer un peu plus dans l'histoire de l'escalade de bloc en attendant la suite avec impatience. News numéro 4, et alors que l'étape de Coupe du Monde de Prague est actuellement en cours cette semaine, nous avons 2 étapes de Coupe du Monde à vous résumer dans cet épisode, avec tout d'abord la 2e étape de bloc de la saison qui se déroulait à Berne il y a une semaine et demie. Une étape qui chez les hommes aura vu Sorato Enraku remporter un duel au sommet face à son adversaire français Mejdi Schalk au bout du suspense, alors que le belge Hannes van Duysen s'emparait de la 3e place au nez et à la barbe du japonais Sota Amagasa. Chez les femmes, après Zelia Havzu à Kechao en Chine, c'est l'australienne Oceania Mackenzie qui s'offrait un premier titre inattendu en Coupe du Monde devant la britannique Erin McNeice et l'américaine Annie Sanders, alors que côté française, Oriane Berton passait à côté de sa finale, tout comme Lucille Sorel, pour qui il s'agissait là d'une belle première expérience. Enfin, une semaine après, on relançait déjà les dés à Alcobendas dans la banlieue nord de Madrid en Espagne pour la 3e étape de bloc de la saison, soit la moitié déjà, mais aussi la 2e étape de vitesse, une étape de Coupe du Monde notamment marquée par de fortes chaleurs avec des températures atteignant presque les 35 degrés. Bon, après ça n'a pas particulièrement empêché certains résultats d'être, attendus. Et oui, puisque dans la compétition homme, pas vraiment de surprise au niveau de la première place, le japonais Sorato Enraku aura encore tout emporté, malgré une très belle résistance de l'américain Colin Duffy. Et côté équipe de France, malgré l'élimination surprise de Mejdi Schalk en demi-finale, c'est Samuel Richard qui aura assuré la relève en montant sur la 3e marche du podium devant le coréen Do Yoon Lee. Au classement général de la Coupe du Monde, le français fait d'ailleurs son apparition dans le top 10 à la 9e place, tout comme Colin Duffy qui rentre directement à la 5e, alors que si le trio de tête reste inchangé,
on voit déjà mal comment le titre pourrait échapper à Sorato Enraku avec un 3 sur 3 déjà impressionnant. D'ailleurs, petit aparté pour vous dire que Sam Richard justement était l'invité de notre émission Parlons peu, parlons grimpe du début de semaine, une émission, je vous rappelle, dans laquelle on débriefe toutes les Coupes du Monde chaque lundi après la Coupe du Monde. C'est pas très visible sur la chaîne parce que c'est en collaboration avec Eurosport, donc je vous rappelle qu'il faut aller dans l'onglet d'accueil de la chaîne YouTube et aller dans l'onglet collaboration. Normalement, vous l'avez aussi dans votre onglet abonnement, mais j'ai l'impression que pas mal de personnes passent à côté. Donc voilà, je vous le redis, et d'ailleurs Sam a répondu à plein de questions, c'était hyper intéressant. Bref, foncez la voir si vous l'avez pas vu. Chez les femmes, toujours en l'absence de Yannick Garnbrett, mais aussi des américaines Annie Sanders et Brooke Raboutou, c'est la britannique Erin McNeice qui se sera offerte son deuxième titre en Coupe du Monde de bloc, devant la japonaise Melody Sekikawa et Oriane Berton, qui après 2 finales difficiles pour commencer sa saison, remonte sur le podium. Au niveau du classement général, malgré sa 5e place, l'Australienne Oceania Mackenzie reste leader, mais avec une avance très fine sur la britannique Erin McNeice. Derrière, sans faire de bruit, la japonaise Melody Sekikawa monte sur le podium, tandis que Oriane Berton tient la cadence et reste en embuscade. Enfin, il y avait aussi de la vitesse durant cette Coupe du Monde de Madrid, et en l'absence des 2 énormes favoris Samuel Watson et Zhao Yisheng, c'est finalement le chinois Chu Hongxue qui l'aura emporté face à l'étonnant indonésien de 18 ans, Antassiafi Robi Al-Ilmi. Enfin, chez les femmes, après l'élimination surprise de la dernière vainqueur d'étape Alexandra Kalushka dès les qualifications, c'est finalement l'américaine Emma Hunt qui aura roulé sur la concurrence, avec même en finale un nouveau record panaméricain de 6,08, approchant dangereusement le record du monde d'Alexandra Miroslav à 6,03. News numéro 5, et ce week-end avait lieu à Saint-Etienne les championnats de France de difficulté 2026, une compétition marquée par quelques absences dues à la Coupe du Monde de Madrid qui se déroulait en même temps, et notamment celle de Max Berton. Alors avant de passer à ce très court résumé, j'ai sorti une vidéo sur la chaîne dimanche dernier avec un résumé beaucoup plus complet en collaboration avec la FFME, le lien est en description, et pour vous laisser le temps d'y aller, voici une vidéo de 5 secondes d'un écureuil. Bref, chez les hommes, dans une compétition où la nouvelle garde était à l'honneur, c'est finalement Victor Guillermin qui deviendra le nouveau champion de France 2026. Le tout récent finaliste de Coupe du Monde à Wujiang en Chine aura largement dominé la compétition, terminant juste devant son coéquipier en club de l'ES Massy, Jordi Poles, et d'Arsène Duval de Mineral Spirit. Chez les femmes, si la nouvelle garde aussi était bel et bien présente, elle aura dû s'incliner face à la toute-puissance de Manon Hilly, encore flamboyante pour s'adjuger son 4e titre consécutif de championne de France de difficulté pour sa dernière compétition avant de rendre les chaussons. Derrière elle, Ina Plasou-Giga de Mineral Spirit était la dauphine toute désignée devant Kaina Vivian du club Tournefeuille Altitude Grimpe. Et dans le reste des news, vous connaissez sûrement tous Vertige Media, ce média d'escalade au titre avec des jeux de mots à peu près aussi engagés que les sujets qu'il traite, et même si pour moi cet attribut est à la limite de ce qui est toléré par le code pénal, c'est les collègues comme on dit, et les collègues justement viennent de lancer leur 2e campagne de dons, une campagne de dons dans laquelle je vous invite à montrer votre soutien, surtout qu'ils en ont profité pour sortir leur 1er livre qui sera offert en contrepartie de la campagne et qui recueillera plus de 250 pages best-of de leurs articles, le lien est en description. Et toujours dans le reste des news, le Britannique de 32 ans Franco Cookson a annoncé la libération d'une nouvelle voie de trad sur le site de Ben Loyal en Angleterre avec But Nothing is Lost côté E12 7A, soit la cotation d'engagement la plus haute jamais atteinte en escalade traditionnelle et équivalente à des monuments comme Bon Voyage à Hanot en France. Alors si la voie semble tout de même techniquement un peu moins dure que cette dernière, il s'agit là de la première E12 du pays, un véritable événement dans le berceau de l'escalade traditionnelle. Alors pour l'instant, simplement quelques extraits du Britannique dans la voie auront été publiés sur la chaîne de BritRocks, mais nul doute qu'une vidéo plus complète arrivera très bientôt. Décidément, depuis quelques années, cette équipe de France de bloc nous fait vibrer, et depuis 1 an maintenant, nous avons la chance d'en voir les insides par les vidéos de quelques-uns de ses membres. Et bien cette fois-ci, c'est Mejdi Chal qui nous emmène dans les backstage de la Coupe du Monde de Madrid, et si clairement l'accent anglais a été aussi peu respecté que le bloc 4 de la Coupe du Monde de Ketchao par Zelia Havzou, je vous encourage quand même à aller la visionner pour des bonnes vibes dans votre journée, le lien est en description. La FFME, la Fédération Française de la Montagne et d'Escalade, a sorti en début de semaine son calendrier prévisionnel de la saison 2026-2027. Un calendrier encore incomplet, mais qui permet déjà d'avoir une bonne visibilité sur les futurs événements les plus importants de la saison, comme les championnats de France. Alors attention tout de même, puisque pour l'instant, je vous le dis, il ne s'agit que d'une ébauche, et de nouvelles compétitions viendront l'enrichir au fur et à mesure, mais en attendant, je vous laisse le lien en description. Et voilà, c'est tout pour les news, et maintenant on passe aux croix de la semaine. Et
Et cela faisait un moment qu'on n'avait pas parlé de Seb Bouin. Le falaisiste français vient de sortir une vidéo pour annoncer sa libération de la voix Les Plumes de Calcaire au Pic Saint-Loup en France. Alors déjà, laissez-moi vous dire qu'en termes de nom de voix, je pense que Seb est un énorme GOAT, mais surtout, encore une fois, il montre tout son talent d'équipeur, ayant lui-même repéré le projet sans être sûr de sa faisabilité. Finalement, Seb aura trouvé une ligne parfaite qu'il décompose en un 8A dynamique, suivi de 3 blocs distincts, dont un passage en 8A sur pince, avant de terminer dans la voie Helix au Pays des Merveilles, 8B. Mais surtout, le français annonce que cette ligne n'est en fait que le départ de son vrai projet, auquel il veut ajouter un 9A difficile, et ce sans vrai repos entre les deux. Bref, affaire à suivre. D'ailleurs, ça faisait presque longtemps aussi qu'on n'avait pas parlé de Laura Rogora. L'italienne de 25 ans vient encore de réaliser une semaine d'enchaînement comme elle seule peut l'imaginer, avec Affinita Eletive, 9A+, Absinthium, 9A au deuxième essai, mais aussi le A vu de la voie Tinnitus, 8C sur le site de Passo Fedaiat dans les Dolomites. Alors qu'il faisait chaud en vallée, Laura aura décidé d'aller chercher un peu de fraîcheur à 1700 mètres d'altitude. Résultat, elle en redescendra encore avec quelques ascensions records sous les bras, actuellement première tout genre confondu au classement officieux du site 8A.nu et vice-meilleure grimpeuse à vue de tous les temps, juste derrière le tchèque Adamondra. L'italienne n'en finit plus de faire du volume à haut niveau et on l'attend avec impatience sur un projet d'ampleur supérieure. Et on continue avec un deuxième 9B réalisé en début de semaine, l'enchaînement de Clash of the Titans par le tchèque Pepa Schindel sur le site du Götterwandel en Autriche. Le tout jeune grimpeur tchèque de 18 ans seulement vient là d'enchaîner son premier 9B au terme d'un combat dantesque de 5 voyages en 2 saisons et plus de 50 chutes sur le tout dernier mouvement de la voie. Une voie libérée par Alex Megos en 2017 et proposée à 9A+, avant d'être reproposée à la hausse par l'Autrichien Jakob Schubert en 2023. Le tchèque l'a décrit comme une voie en 8B/+, avant un mauvais repos et un problème de bloc en 8B/+, autant dire un véritable crux au sommet du tracé. Alors avec cet enchaînement, Pepa vient simplement de déploguer un nouveau cap dans sa progression fulgurante et on a hâte de voir jusqu'où le jeune tchèque pourra aller, qui sait, peut-être aussi loin que son illustre compatriote. Et c'est la grosse croix en falaise de la semaine. Buster Martin, le grimpeur britannique de 29 ans, vient de répéter The Full Journey 9B sur le site de Margalef en Espagne. Au cours de son travail, Buster aura gravi la première longueur de la voie côté 9A+, une quinzaine de fois avant de réussir la voie dans son intégralité. Enfin, il y avait de quoi répéter puisqu'après ces 30 mouvements de pure endurance sur des pockets à 2 doigts et des monos sans aucun repos, il faut encore enchaîner le tout avec un 8A+ bloc. Un défi qu'aura surmonté Martin, ne s'arrêtant même pas au relais, mais continuant l'ascension pour sortir en haut de la falaise. Il s'agit là de son tout premier 9B, lui qui arpente les murs de Margalef depuis un moment maintenant, et qui en a même profité pour réaliser quelques liens, sans réelle ambition pour l'instant, dans le crux de la voie voisine, une certaine Café Columbia 9C. Et c'est un double enchaînement de blocs extrêmes que viennent de nous proposer les américains Adam Shahar et Ben Hanna sur le bloc Sosa 8C+, sur le site de Little Cottonwood. Un bloc libéré par leur compatriote et ami Zach Gaia en mai 2024 et qui depuis aura déjà connu 5 répétitions. Ben lui avait déjà commencé à travailler le départ debout alors que le départ bas n'était qu'un projet et quand Zach Gaia l'aura libéré, il n'aura pas fallu longtemps à Ben pour enchaîner le départ debout. Pour le départ assis par contre, il ne se sentait absolument pas capable de travailler un tel monument avant l'été dernier et après une grosse bataille mentale, l'américain décida plutôt de se tourner vers Grand Illusion, un autre 8C+, qu'il enchaîna à l'automne avant de se repencher sur Sosa. Finalement, après toute une saison rugueuse à travailler le bloc sous la neige en déneigeant l'accès au toit, Ben aura dû encore une fois faire une pause avec la saison de compétition et revenir en ce mois de mai pour l'enchaîner. Avec lui, Adam Shahar n'aura pas connu plus de facilité puisque l'américain de 20 ans aura dû lutter avec une blessure au poignet qui aura failli l'empêcher de retenter le bloc cette saison. Et on continue avec la libération d'un bloc extrême, Flower of Sulphur, 8C+, par le britannique Hamish MacArthur sur le site de Squamish au Canada. Comme à son habitude, Hamish accompagne cette libération par un post avec une profondeur artistique, que ce soit grâce aux photos de Queen Midori, mais aussi de sa prose poétique et de ses réflexions philosophiques intenses. Quant au bloc, malheureusement pour nous, Hamish n'attache que peu d'importance à sa description et nous laisse avec pour seules informations la photo de son poste qui nous montre un pan massif qui semble parsemé de réglettes avec un plat évident en guise de sortie,
Pour le reste, il faudra atteindre les prochains répétiteurs. Et on termine avec l'enchaînement de Joblo 8C+, par Swana Bjarnason sur le site d'Oliana en Espagne. Swana, on en a rarement parlé dans l'émission et pourtant vous avez peut-être déjà entendu parler de son nom. Grimpeuse franco-islandaise qui avait décidé de tenter de se qualifier pour les JO d'escalade avec l'Islande. La grimpeuse est également très présente sur les réseaux sociaux, notamment pour partager sa lutte acharnée contre son endométriose, qui a fait de sa carrière une véritable montagne russe. Enfin, cette fois-ci, et selon ses dires, si la grimpeuse a encore pleuré à la falaise, ce n'était pas de tristesse, mais bien de joie après avoir clippé le relais de sa première 8C+ en carrière, et pour ça, bravo à elle. Et voilà, cet épisode est maintenant terminé. Petite annonce pour la semaine prochaine, un nouveau Parlons Caillou va sortir sur la chaîne mercredi prochain. Un nouveau Parlons Caillou que je prépare depuis un moment, donc j'espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas à être au taquet pour aller le regarder. D'ailleurs, c'est un Parlons Caillou qui va revenir sur un sujet dont on a parlé dans les news aujourd'hui. Alors, une news positive d'aujourd'hui, je vous rassure. Pour le reste, j'espère que vous appréciez toujours le contenu que je propose autant sur la chaîne YouTube que sur le compte Instagram, car c'est vrai que je suis assez actif depuis que je l'ai récupéré il y a maintenant 2 mois presque. Je suis surtout actif au niveau du suivi de la compétition internationale, la saison de Coupe du Monde. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à repartager un maximum le contenu que vous voyez, laisser des commentaires, des j'aime et évidemment venir nous soutenir financièrement sur la page Tipeee. Le lien est en description et moi je vous dis à la prochaine. Tchuss!